Si je suis au Sénégal aujourd'hui, c'est dans le cadre de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, qui par le canal de la coordination des PPEJ. Les PPEJ, c'est le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune. C'est dans le cadre éventuellement de PPEJ que je suis à Dakar parce que invité pour représenter mon pays. Et nous sommes ici juste pour suivre ce qu'on appelle une formation sur l'encadrement des jeunes, sur comment accompagner les jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas censés laisser la jeunesse s'enliser sur le terrain de l'administration publique. Il faudrait absolument que les jeunes puissent avoir l'esprit d'initiative. Voilà ce qui justifie ma présence à Dakar. Alors, vous l'avez dit, vous êtes en formation sur l'encadrement des jeunes, prendre un peu ce que le Sénégal fait par rapport à la jeunesse. Et aujourd'hui, depuis que vous avez entamé cette formation, comment appréciez-vous cet encadrement de la jeunesse au Sénégal? Vous savez, comme a su le dire éventuellement certaines personnalités que nous avons rencontrées, avec qui nous avons échangé, c'est une formation de haut niveau. Et ça permet éventuellement à ce que tous ceux qui prennent part à cette formation puissent repartir dans leurs états respectifs et retransmettre cette formation, parce qu'ils sont censés éventuellement encore retransmettre cette formation à d'autres pour prendre le relais. Nous sommes 20 États invités au niveau de Dakar et nous sommes 17 à répondre présent. Mon pays m'a autorisé éventuellement à répondre présent parmi les 16 autres. Donc nous sommes 17 à répondre présent à cet appel de la CONFEJES et nous sommes là pour travailler sur ces questions. Je voudrais dire tout simplement que le Sénégal est très en avance en ce qui concerne l'insertion de la jeunesse, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au ministère de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, il y a ce qu'on appelle le Fonds national d'insertion des jeunes qui existe bel et bien. Donc dans les autres États, dans certains États, il y a également le Fonds d'insertion des jeunes humains. Chez nous, on n'a pas encore eu le fonds d'insertion des jeunes et nous sommes en train de vouloir aller vers ce fonds d'insertion des jeunes. Je pense qu'à mon retour, éventuellement, nous allons nous évertuer pour mettre en place le fonds d'insertion des jeunes, c'est-à-dire soumettre ça au gouvernement pour leur permettre éventuellement d'apprécier à sa juste valeur, n'est-ce pas, ce que c'est que les fonds d'insertion des jeunes. Donc je pense que notre séjour, sinon mon séjour au Sénégal, a été hautement bénéfique et j'ai apprécié à sa juste valeur la qualité de cette formation qui est en train d'être transmise. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire combien je suis satisfait de cette formation qui est en train d'être transmise. Et dans ce cas, est-ce que vous irez aujourd'hui jusqu'à demander à l'État du Sénégal de pouvoir amener cette expérience auprès de votre jeunesse, à savoir la jeunesse centrafricaine, pour pouvoir s'enquérir exactement de ce que fait le Sénégal en ce qui concerne l'insertion des jeunes? Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la dynamique d'une coopération sud-sud. Et aujourd'hui, c'est ce qui doit être vulgarisé. La coopération sud-sud a plus qu'on appelle l'avantage de ne pas espérer un intérêt ou de ne pas avoir des calculs derrière. Parce que lorsque c'est un État africain qui emprunte ce qu'on appelle l'expertise à un autre État africain, je pense qu'il n'y a pas de calcul derrière. Et pour ça, nous estimons pour notre part que nous rentrons dans la logique d'une coopération sud-sud et nous en sommes hautement fiers. Il y a des exemples hautement positifs également en Centrafrique qui peuvent être exportés vers le Sénégal, tout comme il y a des exemples positifs qui doivent être aussi exportés du Sénégal vers la République centrafricaine, et que la notion de la complémentarité puisse être au rendez-vous de la politique africaine. Donc moi je suis satisfait et je dis encore que le Sénégal est en avance en ce qui concerne le Fonds national d'insertion de la jeunesse, et nous allons copier l'exemple, n'est-ce pas? On ne peut pas inventer la roue. Nous allons copier l'exemple du Sénégal. Tous les textes inhérents et éventuellement ont été transmis, et je pense que je rendrai compte fidèlement à mon ministre et je rendrai compte fidèlement à nos autorités pour qu'ils puissent éventuellement prendre la mesure de la chose pour que ce qui est positif puisse être copié, parce que nous sommes dans la dynamique d'une coopération sud-sud. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes comblé de ce que vous avez vu au Sénégal alors? Je suis comblé, je le dis, comblé de ce que j'ai vécu au Sénégal, parce que vous savez, c'est le berceau de notre histoire, le Sénégal, surtout Dakar. Berceau de notre histoire parce que on peut s'imaginer que l'un de nos ancêtres
Qui sait, l'un de mes arrière-grands-pères serait atterri certainement à Dakar, traversé vers Gorée, acheminé vers les États-Unis. Donc quand vous arrivez à Dakar, vous avez le sentiment d'être sur les pas de vos ancêtres, et c'est ce qui nous édifie le plus. Et lorsque vous me dites que je suis comblé, je tiens à vous dire très honnêtement que je suis honnêtement, hautement comblé. Alors, dans ce cas, aujourd'hui, vous l'avez vu, le Fonds d'insertion de la jeunesse, il y a aussi le FNPJ qui est là, d'autres activités. En ce qui concerne l'emploi, vous l'avez dit, la réinsertion, est-ce que aujourd'hui, chez vous, cette question est prise en compte par le gouvernement en place? Vous savez, le gouvernement en place a fait de la jeunesse éventuellement son fer de lance. La priorité de la République centrafricaine aujourd'hui est beaucoup plus mise sur la jeunesse. C'est ce qui justifie le fait que nous sommes présents éventuellement à tous les forats, ce qui justifie d'ailleurs ma présence à Dakar, parce que si le gouvernement centrafricain ne faisait pas éventuellement de la jeunesse sa priorité, je ne serais pas à Dakar. Je suis à Dakar dans le cadre d'une formation qui concerne la jeunesse, mais nous avons un fléau qui est un fléau mondial. Ce fléau mondial en tant que tel, c'est l'insertion de la jeunesse. Lorsque on part du concept vers la réalité, c'est toujours difficile. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Cap-Vert, nous avons tous ce problème commun parce que en termes de démographie, la jeunesse en tant que telle, il y a des naissances, les jeunes sont de plus en plus nombreux, il y a la formation qualifiante, il y a la formation livresque, etc. Et tout ce monde ne peut pas éventuellement s'orienter vers le monde administratif public. Il faudrait absolument qu'il y ait ce qu'on appelle des initiatives privées. Et cette formation s'inscrit dans la logique des initiatives privées, pousser la jeunesse centrafricaine, pousser la jeunesse africaine à aller vers les initiatives privées, et il faut absolument les accompagner. Donc nous sommes en train de réfléchir au concept de l'accompagnement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'accompagnement passe nécessairement par le financement. C'est ce que la Confégeste fait. Et aujourd'hui, en République centrafricaine, je puis vous dire avec certitude que le gouvernement est en train de se battre pour que la jeunesse centrafricaine puisse se retrouver dans le concert des nations, parce que la jeunesse chez nous constitue plus de 70% de la population. Donc vous comprendrez très aisément que l'État centrafricain est hautement jeune. Donc il faut absolument tabler sur la formation de cette jeunesse, de l'orienter vers ce qu'on appelle les prises d'initiative, de l'orienter vers l'entrepreneuriat. Vous l'avez dit, la jeunesse centrafricaine constitue aujourd'hui 70% de la population centrafricaine. Vous avez parlé. Aujourd'hui, le mal aujourd'hui des pays africains, c'est la question de l'emploi. Cette jeunesse qui est là, non formée, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de... Aujourd'hui, est-ce que cela constitue une priorité pour vous en tant que jeune, priorité pour vous en tant qu'État jeune? Vous savez, comme je venais de le dire, 70% de la population centrafricaine est jeune. Mais vous savez, la jeunesse est actrice, c'est-à-dire actrice en premier lieu de ce qu'on appelle les conflits, mais en même temps, cette jeunesse est la solution à ces conflits. Alors, si vous ne formez pas bien une jeunesse, rassurez-vous que cette jeunesse sera tout simplement promotrice des conflits, mais ne sera pas la solution. C'est pour ça que la priorité de la République centrafricaine aujourd'hui est axée sur la formation des jeunes. La priorité du gouvernement centrafricain est axée sur ce que c'est que l'encadrement de la jeunesse. Et le président centrafricain, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas aussi vieux, entre guillemets, c'est aussi un jeune. Donc le chef d'État centrafricain a mis un accent particulier sur la jeunesse. Et nous sommes en train d'avancer. Tout ce qui touche à la jeunesse aujourd'hui touche au président de la République, et il a fait de ça son cheval de bataille. C'est pour ça que je puis vous assurer avec certitude que le gouvernement centrafricain est en train de travailler, surtout en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse centrafricaine. Parler d'encadrement de la jeunesse, il faut au moins des équipements, des établissements, des centres de formation. Est-ce que aussi vous avez pris ça en compte par rapport à ces questions de formation? Parce que quand on parle de formation, il faudrait mettre en place les conditions qui permettent à subir ces formations pour ces jeunes. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle la formation à différents niveaux. On ne peut pas éventuellement construire un État sans pour autant être en mesure d'encadrer sa jeunesse. Certains penseurs estiment
que pour que vous puissiez éventuellement circonscrire un État, il suffit tout simplement d'hébéter sa jeunesse. Au bout de 20 ans, cet État sera presque inexistant. Alors, si vous voulez éventuellement avoir un État fort, il suffit tout simplement de bien encadrer la jeunesse. Dans 20 ans, vous allez constater que cette jeunesse, en tant que telle, il y aura des responsables et l'État sera plus fort. C'est pour ça que nous avons estimé que c'est nécessaire de mettre un accent particulier sur la formation de la jeunesse. D'ailleurs, je reviens dessus, c'est ce qui justifie le fait que le Premier ministre, le chef de l'État, le gouvernement centrafricain a accepté ce déplacement. Je suis un commis de l'État, je ne peux pas faire un déplacement sans pour autant que l'État m'eusse autorisé. Alors si je suis là, ça veut dire que c'est une preuve vivante du fait que l'État centrafricain est en train de mettre un accent particulier sur la formation des jeunes, parce que lorsque un cadre qualifié suit une formation, ça veut dire tout simplement que l'État peut en bénéficier, parce que lorsque ce cadre rentre, il y a ce qu'on appelle des séminaires, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la restitution, des ateliers de restitution, et ceux qui vont bénéficier de cette restitution vont prendre le relais. À partir de ce moment, il y aura ce qu'on appelle un effet de retransmission au sein de la nation. Donc là, nous sommes sur la droite ligne de la formation de la jeunesse. Alors sur la formation de la jeunesse, c'est dire aujourd'hui que l'éducation et la formation constitueraient une priorité pour votre État? Je vous l'avais déjà dit, la formation, l'éducation constituent les priorités du président de la République, constituent les priorités du gouvernement centrafricain. Lorsque vous arrivez en Centrafrique au jour d'aujourd'hui, et je le dis avec assez d'aisance, parce que le chef d'État centrafricain aujourd'hui fait partie des rares chefs d'État hautement qualifiés sur le plan, qu'est-ce que je dirais, sur le plan intellectuel. J'aurais l'audace de le dire, parce que nous avons un chef d'État qui est appelé professeur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'éducation, qui connaît la valeur d'une formation, qui connaît la valeur de la transmission de la connaissance aux enfants. D'ailleurs, je donnerai un exemple. Tout chef d'État qu'il est, au jour d'aujourd'hui, il continue d'enseigner à l'université. À chaque fois que ces programmes de cours sont là, il suspend éventuellement ses fonctions présidentielles, il descend au niveau de l'université, il enseigne comme tout enseignant, comme tout chercheur et tout ça, etc. Il n'y a pas de cela un mois, il était en train de présider la soutenance de thèse, etc. Donc, il donne l'exemple et il est en train de dire tout simplement, rien ne peut se faire dans un État sans pour autant que l'on puisse former la jeunesse. Donc ça, c'est un modèle aujourd'hui. Et ce modèle-là, nous ne pouvons pas éventuellement nous en déjuger, nous en départir. C'est un exemple que le chef de l'État donne. Donc nous avons tous, nous sommes tous astreints à cette obligation de suivre cet exemple qu'il est en train de donner. Donc la priorité aujourd'hui pour le président de la République est axée sur ce qu'on appelle la formation, axée sur l'éducation, et je pense que dans très peu de temps, vous aurez les échos. Vous avez dit tantôt dans vos propos que la jeunesse constitue le mal des conflits, mais aussi la solution des conflits. En quoi faisant? Je vous donnerai l'exemple de la République centrafricaine. Dans un passé récent, vous avez écouté qu'il y a eu des conflits. Et lorsque on est allé vers ce qu'on appelle la conscientisation de la jeunesse, etc., aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'une phase de conflit à une phase de post-conflit. Sauf quelques escarmouches quelque part et tout ça que je déconseillerais éventuellement à ceux qui sont les auteurs. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui emmener ses enfants et en faire éventuellement des chairs à canon. Donc la République centrafricaine est en train de renaître pour reprendre sa place dans le concert des nations, qui se trouve être le fait que hier la RCA a été considérée comme étant la Suisse d'Afrique. Je vous en conjure, revenez à Bangui dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez constater tout simplement que ça sera une niche de paix et vous serez très heureux, parce que nous sommes le cœur quand même de l'Afrique. Si nous respirons bien, les autres États africains respirent bien. Donc de ce côté, ne vous en faites pas. La jeunesse centrafricaine est en même temps la solution, quoique étant entre-temps le problème. Et ça, c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème lié à la République centrafricaine, que ça soit sur le plan. Vous n'êtes pas sans savoir, au Sénégal, pas plus longtemps que cela, il y avait eu des conflits. La jeunesse était sortie dans la rue, et tout ça, etc. Mais lorsque vous conscientisez la jeunesse, elle se retracte, et tout ça, etc. Donc, je pense que la jeunesse que vous voyez, elle est en même temps
le vecteur de conflit, mais en même temps la solution. Lorsqu'elle se tait, la paix est là. Lorsqu'elle part, la paix quitte le pays. Donc voilà. Alors parlons de la Confogès qui vous a invité à cette rencontre. Aujourd'hui, est-ce que la Confogès répond exactement aux besoins de la Centrafrique, en particulier, mais également pour nos pays africains membres de cette structure, par rapport aux sollicitations de ces pays? Je ne dirais pas que la Confogès répond aux exigences. Je reformulerai en disant, est-ce que les États sont conscients du fait que la Confogès est un élément central pour la résolution des crises et pour la résorption du problème de chômage en Afrique francophone. Aujourd'hui, la Confogès est en train de faire un travail fabuleux. Je dis fabuleux en ce sens que la Confogès, chaque année, accorde des financements à des jeunes qui répondent aux critères d'éligibilité. Mais malheureusement, il y a certains États qui ne procèdent pas au paiement de leurs frais statutaires. La contribution statutaire de chaque État devra être respectée. Et si les États respectaient les contributions statutaires, ça devait permettre à la Confogès de fonctionner avec beaucoup d'aisance. Quoique, n'ayant pas payé pour certains États leurs frais, leurs contributions statutaires, mais la Confogès fait un travail extraordinaire avec l'appui de certains partenaires au développement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, dont je ne tairai pas les noms, à l'exemple de l'OIF, etc. Nous avons également l'Université Senghor, qui se trouve être un partenaire stratégique pour la Confogès. Donc, pour nous, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les gouvernants des États membres de la Confogès prennent conscience du fait que la Confogès est en train de faire un travail fabuleux. Quel est ce travail? Lorsque les jeunes soumissionnent, aujourd'hui on a plafonné parce qu'on aurait souhaité, entre-temps c'était 5 millions pour le financement des petits projets, des petites entreprises. À Dakar par exemple, il y a un jeune qui a soumissionné pour avoir un moulin, pour écraser le céréal, etc. dans un village. Et pour avoir le moulin, il faut 900 000. Pour avoir les accessoires, il faut 600 000. Pour éventuellement s'installer, il lui faut peut-être 500 000. Alors avec tout ça, 2 500 000, on donne à ce jeune, il ouvre son petit truc, il a son moulin, il commence à écraser et ça lui fait ce qu'on appelle un revenu presque journalier. La Confogès donne et le coordonnateur accompagne techniquement jusqu'à ce que le jeune puisse s'installer entièrement et lancer son petit business. Alors imaginez, chaque année, la Confogès donne à minima plus d'une 25 et trentaine de financements à des jeunes. Le Sénégal, cette année, a eu sensiblement presque, si je ne me trompe pas, presque 10 financements. 10 financements de 3 millions, ça vous fait déjà 30 millions. Imaginez le nombre des États. Nous avons une quarantaine des États faisant partie de la Confogès. Alors, les jeunes de ces États, lorsque l'État respecte et donne sa contribution statutaire, ça donne la possibilité à la Confogès éventuellement de rendre éligibles les dossiers qui sont fournis par les jeunes de cet État. Mais lorsque l'État ne donne pas sa contribution statutaire, à partir de ce moment, l'État en tant que tel perd le financement que la Confogès devra amener. Donc le problème n'est pas du fait de la Confogès, mais le problème est du fait des États qui refusent, ou à la limite, qui n'ont pas la volonté politique de donner leur contribution statutaire, qui sont des maudites sommes. Pour un État, lorsque vous devez donner jusqu'à 12 millions comme une contribution statutaire annuelle, mais regardez combien c'est négligeable. Je suis conscient d'une chose, lorsque les équipes de football sortent, dans mon pays, on donne sensiblement plus de 200 millions pour une sortie. Alors, est-ce que c'est difficile de donner 12 millions pour toute une année, pour valoriser sa jeunesse et donner la possibilité éventuellement à ce que les jeunes puissent prétendre à des financements? Donc, c'est tout là le problème. Or, il se trouve que le Sénégal a compris le problème depuis très longtemps et le Sénégal est à jour de sa contribution statutaire et je tiens à féliciter les gouvernants pour cela. Mais il y a beaucoup d'autres États de la Confogès qui ne sont pas à jour de leur contribution. Et on va arriver au stade où on sera obligé de priver de parole certains représentants de certains États lorsqu'ils seront là. Donc voilà, le problème serait posé peut-être en sens inverse, parce que la Confogès en tant que telle, c'est la matrice qui permet la réalisation des objectifs, qui est la résorption du problème de chômage,
Tandis que les États en tant que tels sont des membres statutaires et qui doivent contribuer pour le fonctionnement. Alors s'ils ne contribuent pas, le fonctionnement ne sera pas correct. Donc vous appelez ces pays, ces États à apporter leur contribution pour pouvoir permettre à la Convergence de pouvoir mener sa mission. C'est un cri de cœur, c'est un appel que je lance à l'endroit de tous les États membres de la Confégès, les 43 États membres de la Confégès, de respecter leurs contributions statutaires. C'est important, hein, parce que ça engage la jeunesse. Et surtout, les États africains ne doivent pas déroger à cette règle parce que le problème de chômage ne peut qu'être résorbé par la Confégès à partie parce que ça permet éventuellement de privilégier ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Voilà ce que je peux dire. Alors, justement, vous avez parlé de cette question de politique de réinsertion des jeunes, la question de l'emploi. Aujourd'hui, quel est le niveau d'insertion et d'emploi des jeunes au niveau de votre pays, la Centrafrique? Écoutez, il faut avoir ce qu'on appelle un élément, c'est-à-dire avoir les indicateurs. Je ne voudrais pas m'enliser sur un terrain du moment où les indicateurs ne sont pas encore clairs. Avoir des indicateurs clairs, c'est dire tout simplement que nous sommes un État qui est en train de sortir du conflit et les efforts sont en train d'être consentis pour qu'on puisse passer d'un État conflictuel à un État post-conflit. Et lorsqu'il y a un État post-conflit, vous imaginez le nombre de personnes qui étaient dans la rébellion. Plus de 20 000 enfants soldats. Au jour d'aujourd'hui, les 20 000 enfants soldats ne peuvent pas être très rapidement intégrés. Il y a ce qu'on appelle le DDRR chez nous, c'est-à-dire le désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement. Pourquoi rapatriement? Parce qu'il y a certains étrangers, il y a des Nigériens qui ont quitté chez eux, qui sont partis jusque chez nous pour être des chefs rebelles. Et nous estimons que le dialogue ne peut pas se passer avec des étrangers sur une terre étrangère et qui se constituent comme étant des chefs rebelles. Donc pour cela, il n'y aura pas de débat. La situation a été claire, le chef de l'État est clair là sur la question. Maintenant, ceux qui sont des Centrafricains qui ont pris des armes, certainement, il y aura une alternative. Nous sommes dans ce qu'on appelle la dynamique du DDRR. Donc, aujourd'hui, presque tous les indicateurs ne sont pas encore éventuellement élucidés. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que le niveau de la réinsertion ou le niveau d'insertion des jeunes est tout à fait maîtrisé en République centrafricaine. Donc, c'est un processus. Nous sommes en train de suivre le processus. Une fois que le processus serait terminé, à partir de ce moment, les indicateurs seront clairement définis. Ça nous permettra de vous dire si oui ou non le niveau d'insertion est bon ou que le niveau n'est pas aussi bon. Voilà. Mais dans ce cas, vous avez choisi un secteur aujourd'hui productif qui permet au moins de créer des emplois. Aujourd'hui, le secteur prioritaire chez vous, c'est quel secteur? Vous savez, la République centrafricaine est un pays à prédominance beaucoup plus orienté vers l'élevage. Et la République centrafricaine est un État, lorsque vous êtes orienté vers l'élevage et qu'il y a la rébellion dans le pays, parce que nous faisons de l'élevage, nous faisons l'agriculture. Or, l'agriculture est beaucoup plus poussée parce que l'élevage en tant que tel est beaucoup plus fait par une infime partie, sauf certains qui viennent de l'extérieur pour le faire, mais nous avons une prédominance en agriculture. Alors, lorsque vous faites de l'agriculture et que vous avez des rebelles dans la brousse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes obligé de revenir dans la ville. Et lorsque vous revenez dans la ville, votre activité principale meurt. Et il faudrait absolument qu'il y ait nettoyage du pays. Aujourd'hui, le pays est nettoyé. Notre activité, qui se trouve être l'activité principale, est en train de renaître progressivement. Et le chef de l'État est en train de mettre un accent particulier sur ce que c'est que la valeur de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de pousser les jeunes pour qu'ils puissent éventuellement s'orienter vers l'entrepreneuriat. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la question. Alors, vous êtes chargé du civisme au niveau du ministère de la Jeunesse. En parlant de civisme, c'est y compris, on peut y mettre l'éducation et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique civique au niveau de votre pays, qui est aussi un maillon pour pouvoir sensibiliser les jeunes par rapport au comportement, mais également par rapport à l'avenir de ce pays, est aussi pris en compte? Écoutez, nous sommes fièrement assis sur un socle traditionnel qui ne nous permet pas de déroger à un certain nombre de règles comme le Sénégal. On nous dira que le Sénégal, c'est un État démocratique de manière traditionnelle.
Mais la République centrafricaine est un État qui est fondé sur des valeurs humaines. Et aujourd'hui, si vous observez bien un jeune centrafricain, il vous sera difficile de le voir insulter. C'est une éducation de base de manière essentielle. Si vous voyez un jeune centrafricain dans la rue, il lui sera difficile de manquer de respect pour celui qui est supposé être son aîné. Alors nous, on souhaiterait éventuellement pérenniser ces bonnes valeurs en termes de civisme en tant que tel, c'est-à-dire que nous avions eu la possibilité d'apprendre en son temps ce qu'on appelle l'éducation civique à l'école. L'éducation civique à l'école, avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite et vous traversez. Ça, c'est l'éducation civique. C'est des éléments qui sont tous simples, mais qui bâtissent éventuellement le comportement et l'éducation d'un enfant. L'éducation qui est transmise à la maison, nous devons prendre le relais de manière officielle et c'est pour ça qu'un travail doit se faire au niveau des familles. Donc le civisme en tant que tel commence d'abord par la famille, qui est le socle d'une société, parce qu'une famille déréglée, 2 familles déréglées, 1000 familles déréglées, ça a un impact sur ce qu'on appelle un pays. Tandis que lorsque l'éducation de base est bien transmise, à partir de ce moment, ça a aussi un impact positif sur le pays. Donc au jour d'aujourd'hui, le civisme est un élément clé sur lequel le chef de l'État a mis un accent particulier parce que, vous savez, certains jeunes se sont déperdis. Il y a des marchands de rêves, il y a des marchands d'illusions qui sont arrivés, qui ont très rapidement eu à leur cause ce qu'on appelle certains orphelins et tout ça, etc. Donc le chef de l'État a estimé que c'était nécessaire de mettre ce qu'on appelle un ministère de la promotion de la jeunesse, du sport et du service civique. Donc nous avons aujourd'hui au niveau du département de la jeunesse et des sports un point qui est inscrit, qui se trouve être l'éducation civique. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que ceux qui sont en train de revenir dans des familles d'adoption, ceux qui sont en train de se réinsérer éventuellement, puissent avoir une bonne éducation de base. Mais la République centrafricaine, rassurez-vous, est un État basé sur des socles éducatifs qui sont solides, qui respectent ce qu'on appelle la valeur humaine. Vous entendez parler, c'est-à-dire que la culture aujourd'hui est l'un des facettes ou les maillons de cette éducation, ce comportement des Centrafricains, surtout la classe jeunesse. Vous savez, nous n'avons aucun problème en Centrafrique en ce qui concerne le problème de civisme. Je le dis avec force, je le dis avec énergie et je le dis avec fierté en même temps. Le problème de civisme ne se pose pas tellement, mais on doit se rendre compte que pour des intérêts égoïstes de certains, pour des intérêts purement pouvoiristes, il y a eu vente d'illusions et aujourd'hui nous sommes en train de chercher à corriger éventuellement cette illusion qui est en train de s'enliser. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau dans le cadre de notre émission en toute objectivité Xavier Daniel. Il est chargé de mission à la jeunesse et service civique au ministère de la Jeunesse et des Sports en Centrafrique. Il est donc notre invité. Nous allons parler de ce conflit aujourd'hui de Centrafrique. Vous avez parlé de ça. Le conflit centrafricain, on a entendu beaucoup de choses qui se sont passées avec des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de cet État. Aujourd'hui, l'actuel chef de l'État prône la réconciliation des Centrafricains. Ouais. Écoutez, le conflit est derrière nous. Nous sommes positifs. Il y a ce qu'on appelle des intérêts égoïstes qui ont émaillé la pensée des uns et des autres et nous avons connu des moments difficiles. Comme tout État au monde, pour connaître son essor, il faut toujours connaître des moments difficiles. Si vous rentrez dans l'histoire du Sénégal, vous êtes Sénégalais, vous aurez compris que pour que vous puissiez commencer éventuellement à avancer, si on recule à 20 ans en arrière, le Sénégal n'est pas ce qu'il est. Dakar n'est pas ce qu'il est. Il n'y avait pas d'autoroute à Dakar. On dit merci au président Abdoulaye Wade qui a commencé avec la première tranche de l'autoroute et aujourd'hui merci au président Macky Sall qui a pris le relais pour continuer, etc. Donc la vie est une succession en ce qui concerne un État. On ne peut pas décoller d'un jour au lendemain et atteindre le sommet. Et aujourd'hui, dans notre pays, on se dit tout simplement, on ne prend pas tout négativement. Ces conflits ont permis à ce que les uns et les autres puissent connaître leurs limites et se dire, à partir de maintenant, qu'est-ce que nous faisons?
Et c'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, chef de l'État, a convoqué un dialogue. Et ce dialogue se tiendra certainement en début d'année. Ça permettra aux différents, c'est-à-dire aux belligérants, de se retrouver autour d'une table, aux Centrafricains, à la société civile, aux politiques, pour se parler en toute objectivité et avec franchise. Et se dire, plus jamais ça. Et nous sommes sur la droite ligne. Tout est parti éventuellement de la perte du pouvoir par l'autre là, du président Bozizé, il faut le dire. Hein, il a gouverné pendant 10 ans. Et il a perdu le pouvoir par un coup d'État qu'il a emporté, le coup d'État qui est organisé par Jotodia. Et après ça, il y a eu ce qu'on appelle le coup de force intellectuelle, à la limite national, qui s'est fait contre Ndotodia, parce que Ndotodia s'est déporté où? Il est parti au niveau du Tchad, et au Tchad, on lui a dit, écoutez, il y a beaucoup de massacres en République centrafricaine, vous restez ici, vous démissionnez. Et Ndotodia a démissionné depuis le Tchad. Et lorsque les députés sont revenus en Centrafrique, il y a eu ce qu'on appelle une élection au niveau de l'Assemblée pour désigner un chef d'État de transition, qui se trouvait être Madame Catherine Samapanza. Catherine Samapanza a dirigé la transition et elle a organisé les élections régulièrement. Les élections législatives et présidentielles. Et cette période de transition a pris fin. Et lorsqu'elle a organisé les élections, c'est là où le président Touadéra a gagné régulièrement les élections. Et il a passé son premier mandat. Le premier mandat s'était placé sous le sceau de la reconstruction. Et il a essayé de remettre les bases d'une démocratie. Il faut remettre les compteurs en place, remettre le fondement. Et le peuple lui a encore fait confiance pour lui donner un deuxième mandat. Et ce deuxième mandat, maintenant, c'est la construction qui commence du pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous estimons tout simplement que nous sommes en train de chercher à décoller. Hein, on ne regarde pas tout le temps dans le rétroviseur, sinon on risque de faire un accident. Hein, c'est pour ça que la pare-brise est plus grande que les rétroviseurs. Le rétroviseur, on regarde juste pour se servir de leçon et se dire qu'est-ce qu'il y a derrière, mais on garde l'objectif, on garde les regards sur l'objectif